Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour continuer notre exploration. La dernière fois, on a parlé des suspensions de fiches Google, un sujet un peu angoissant. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on va aller plus loin. On va vraiment décortiquer les raisons spécifiques. Quel contenu, quel type de comportement peuvent déclencher une suspension selon Google. Exactement. Et pour ça, on se base directement sur la politique de contenu de Google Maps. C'est la source officielle. L'idée, c'est de bien comprendre ces règles, non? Pour savoir quoi faire si ça arrive. Tout à fait. Et surtout, c'est essentiel pour savoir quelles modifications faire avant de demander un réexamen si la fiche est déjà suspendue. C'est vraiment l'étape numéro 1. Alors, commençons par un gros morceau, je crois. Le contenu et le comportement considérés comme trompeurs. Ça revient souvent, non? Ah oui, absolument. C'est une cause majeure. Et ça couvre plusieurs choses en fait. D'abord, il y a ce qu'ils appellent le faux engagement. Le faux engagement. C'est-à-dire, Les contributions sur Maps, les avis par exemple, doivent venir d'une expérience réelle, authentique. Donc pas de faux avis, évidemment. logique. Pas d'avis payé ou obtenu contre une réduction, un service gratuit. C'est interdit. Google est très strict là-dessus parce que la confiance, c'est la base. Et pour les entreprises elles-mêmes? Elles ne peuvent pas non plus manipuler les notes. Par exemple, utiliser plusieurs comptes pour gonfler la moyenne, ou alors ne demander des avis qu'aux clients super contents. Ça, c'est de la sollicitation sélective et c'est mal vu. D'accord. La confiance avant tout, donc. Quoi d'autre dans le trompeur? Alors, il y a l'usurpation d'identité. Se faire passer pour quelqu'un d'autre, une entreprise, une organisation. C'est non. Mhm. Ensuite, la désinformation. Ça, c'est un point sensible. Surtout pour les fausses infos médicales ou sur les processus civiques comme les élections ou même des événements d'actualité qui seraient manipulés. Oui, c'est un sujet brûlant en ce moment. Exactement. Et enfin, la fausse déclaration. Ça peut être assez large. Une description de produit ou service qui est trompeuse, oublier de mentionner des infos importantes, Genre des coups cachés? par exemple. Ou alors des conflits d'intérêts non révélés. L'exemple typique, c'est l'employé qui met un super avis sur son entreprise, voire même des tentatives d'hameçonnage, de phishing. D'accord. C'est assez complet pour le côté trompeur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des contenus qui, même s'ils ne sont pas forcément faux, sont jugés inappropriés. Oui, tout à fait. On passe à une autre catégorie. Là, c'est plus sur la forme, le ton, la sécurité. Ça inclut par exemple le harcèlement. C'est-à-dire les menaces, ce genre de choses. Oui, les menaces, le doxing, révéler des informations privées sur quelqu'un sans son accord, ou même la sexualisation non désirée. D'accord. Il y a aussi le discours haineux, donc tout contenu qui cible des groupes protégés sur la base de la race, la religion, l'orientation sexuelle, etc. Très clair. Le contenu offensant aussi, les attaques personnelles gratuites, la provocation juste pour énerver, les allégations sans fondement. Et vous parliez de doxing, donc de diffusion d'informations personnelles. Quelle est la règle exacte? Alors, la règle, c'est non. Pas de diffusion d'infos privées sans consentement. Nom complet, photo, adresse mail, numéro de téléphone. Même si c'est trouvable ailleurs. Sauf si ces informations sont déjà publiques et directement liées à l'activité professionnelle. Par exemple, le nom d'un agent immobilier sur la page de son agence, c'est normal. Mais poster le numéro perso d'un employé mécontent, ça non. Compris. Et il y a d'autres types de contenus inappropriés? Oui, on trouve aussi l'obscénité, la grossièreté, le contenu sexuellement explicite ou réservé aux adultes. Bon, il a quelques exceptions pour un contexte éducatif ou artistique, mais c'est très encadré. Et bien sûr, la violence et le contenu jugé choquant. Ça fait déjà beaucoup de choses à éviter. Et on n'a pas encore tout vu. Ou non, la liste est encore longue. Il y a aussi ce que Google appelle le contenu restreint. Ça concerne la promotion de produits ou services comme l'alcool, les jeux d'argent, les armes. C'est très réglementé. Ok. Ensuite, le contenu dangereux, qui incite à faire des choses nuisibles. Le contenu illégal, drogue, contrefaçon, exploitation. Des choses évidemment interdites. Et j'imagine, la protection des enfants. Bien sûr, règles très strictes sur la sécurité des enfants. Hmm. Et aussi sur le contenu terroriste. Et il y a des choses peut-être moins graves, mais quand même problématiques. Oui, par exemple, le contenu hors sujet. Mettre un commentaire politique sur la fiche d'un restaurant, ça n'a rien à faire là. Ou faire sa pub dans un avis. Exactement. La publicité ou la sollicitation directe dans les avis, c'est non. Le contenu répétitif ou complètement illisible, incompréhensible. Et enfin, Google parle de defacement and mischief.
C'est-à-dire? En gros, c'est du vandalisme numérique. Modifier des infos pour nuire ou juste pour faire une mauvaise blague. Changer le nom d'un lieu, mettre des infos bidons. Bon, la liste est impressionnante. Ça donne le vertige. La question qui brûle les lèvres, c'est si jamais la fiche est suspendue, vu toutes ces raisons possibles, comment on réagit? Alors là, on arrive au point crucial. Et c'est vraiment le message qu'il faut retenir de nos échanges. Si une fiche est suspendue, la toute première chose à faire, avant de cliquer sur «Faire appel», Oui, c'est de relire attentivement ces fameuses politiques de contenu de Google, de regarder sa propre fiche et d'identifier précisément quelles règles ont été enfreintes. trouver la cause racine ensemble. Exactement. Et ensuite, il faut faire toutes les modifications nécessaires pour que la fiche soit parfaitement conforme. Il faut corriger le problème. Donc on ne fait pas appel en se disant « on verra bien Surtout pas. C'est la pire erreur. Faire une demande de réexamen sans avoir corrigé ce qui n'allait pas, c'est complètement inutile. C'est même contre-productif. ». Pourquoi contre-productif? Parce que Google va regarder la fiche telle qu'elle est au moment de l'appel. Ils vont regarder le contenu, l'historique du compte, les actions passées. Si le problème qui a causé la suspension est toujours là, l'appel sera refusé. Et ça peut rendre les appels suivants plus difficiles. Donc la procédure, c'est vraiment 1. Identifier le problème. 2. Corriger le problème. 3. Et seulement après, faire appel. C'est exactement ça. Corriger d'abord, faire appel ensuite. C'est non négociable si on veut avoir une chance que ça aboutisse. Le message est très clair. Corriger avant d'appeler. Voilà. Et peut-être une dernière pensée pour aller plus loin, au lieu d'être juste dans la réaction quand la suspension tombe. Oui, j'ai... Comment les entreprises pourraient, de manière plus proactive, mettre en place une sorte de veille, une vérification régulière pour s'assurer que tout ce qu'elles publient, leurs fiches, leurs réponses aux avis, reste toujours conforme à ces règles. Surtout que ces règles, elles peuvent évoluer un peu avec le temps. Une sorte de maintenance préventive de sa présence en ligne, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Rester vigilant pour éviter d'en arriver à la suspension. C'est peut-être ça la prochaine étape pour bien gérer sa fiche. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.